Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais vous parler donc de la mesure du temps et j'ai choisi comme titre « Passé, présent et avenir » pour vous montrer que la mesure du temps a toujours été une fascination en fait pour l'humanité et d'améliorer la précision de la mesure du temps au cours des siècles en fait a été un challenge qui a conduit à beaucoup de découvertes importantes et aussi beaucoup d'applications dans la vie pratique aujourd'hui. Alors évidemment, nous fêtons 100 ans de révolution quantique et je vais vous montrer comment les horloges atomiques en fait trouvent leur source justement dans la structure des atomes et comment le temps peut être mesuré très précisément avec ces atomes. Je vais montrer aussi qu'il y a un deuxième anniversaire qui est l'anniversaire des 100 ans de la relativité générale d'Einstein, 2015, novembre 2015, et je vais vous montrer en fait que toutes ces mesures à l'interface entre la gravitation et les mesures de précision dans le cadre de ces deux théories qui sont difficilement compatibles. On a d'une part une théorie classique qui est la théorie de relativité générale, d'autre part la mécanique quantique, et combiner ces deux théories est un challenge actuel tout à fait important. C'est ce que j'ai voulu reporter sur cette espèce de logo où nous avons d'une part des atomes refroidis par laser, par ces faisceaux laser rouges ici à des températures de l'ordre du microdegré au-dessus du zéro absolu, qui correspondent à des vitesses très faibles, une petite boule d'atomes, en l'occurrence d'atomes de césium, qui servent à la définition de la seconde, et au fond, alors on ne voit pas très bien là-dessus, on voit peut-être mieux sur les autres, il y a des oscillations que je vais vous montrer plus en détail dans cet exposé, qui reflètent des oscillations, des interférences en mécanique quantique qui sont à la base du fonctionnement des horloges atomiques. Et enfin, donc, le visage d'Einstein pour nous rappeler en fait qu'il n'y a pas de temps absolu, comme l'avait théorisé Newton, mais bien plutôt que le temps est relatif, dépend de l'environnement gravitationnel dans lequel les horloges fonctionnent. Alors, je vais commencer par des concepts très simples, le concept d'horloge, et pour vous illustrer en fait les gains en précision et les applications typiques de ces instruments. Alors d'abord, l'humanité a cherché à observer, à chercher des phénomènes réguliers, on appelle réguliers ou périodiques, et très vite on a observé que la Terre était un système qui tournait autour d'elle-même de façon régulière. La Lune, on a créé des calendriers à partir de la rotation de la Lune autour de la Terre. Et de façon plus récente, les pulsars 10 pulsars millisecondes, sont des objets qui émettent de la radiation de façon extrêmement régulière par des champs de gravitation très intenses. Donc ça, c'est les observations naturelles, mais les gens se sont aussi dit, pour la vie de tous les jours, c'est pas forcément commode d'attendre un calendrier lunaire, et donc les gens ont commencé à réaliser eux-mêmes des instruments pour mesurer le temps. Et on dit mesurer le temps, mais c'est un petit peu incorrect, il faut dire plutôt mesurer des intervalles de temps, parce qu'il n'y a pas de temps absolu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc on mesure en fait plutôt des intervalles de temps. Et le sablier égyptien que j'ai montré sur le transparent précédent, ou le pendule de Galilée sont des exemples de réalisation humaine tout à fait remarquables. Et les deux notions importantes dans ces réalisations, c'est qu'on voudrait trouver un phénomène périodique simple, et là vous avez le pendule, et on sait que la période des oscillations, des petites oscillations, est donnée par une formule très simple, t égale 2π racine de L sur g, où est la longueur du pendule, g l'accélération de la pesanteur. Et les deux notions importantes pour une horloge qui vont revenir aussi dans les horloges atomiques, c'est la première notion, c'est plus courte sera la période, meilleure sera la précision de la mesure d'un intervalle de temps. Vous avez envie que le pendule batte très rapidement. Par exemple, si je prends une pendule, la pendule de nos grands-mères, qui oscille à une oscillation par seconde, et je veux mesurer le 100 mètres aux Jeux Olympiques, tous les coureurs vont arriver autour de 10 secondes à l'arrivée, donc 10 périodes du pendule, mais celui qui arrivera à 9 secondes et demie, il aura simplement une demi-période d'avance sur les autres, ça va être difficile à mesurer. Si maintenant vous prenez un pendule qui oscille non pas à une période par seconde, mais 1 million de périodes par seconde, vous n'aurez aucun problème pour discriminer entre le premier, le second et le troisième dans la course du 100 mètres. Donc c'est ça la première notion importante, trouver un système périodique avec une période très courte, c'est-à-dire une fréquence élevée. La deuxième notion qui est très importante, c'est la précision de l'horloge va dépendre des paramètres physiques qui gouvernent son fonctionnement. Et ici, on voit bien la longueur et l'accélération de la gravité. Évidemment, si la température change, la longueur du pendule va changer, donc la période va changer. Ça sera une moins bonne horloge. Si l'accélération de la gravité change,
on va aussi modifier le fonctionnement de l'horloge. Donc ça, ce n'est pas souhaitable, et c'est une des raisons qui a conduit au développement des horloges atomiques, comme je vais le montrer tout de suite. Donc en fait, les horloges modernes utilisent des signaux électromagnétiques qui sont maintenant verrouillés sur des transitions atomiques, et je vais vous montrer comment. Alors les signaux électromagnétiques, Serge l'a rappelé magnifiquement dans son histoire de la lumière précédemment, et je vais vous montrer donc finalement les deux piliers qui sont à la base des horloges atomiques modernes. Le premier, c'est le fait que la lumière est décrite par un ensemble de corpuscules élémentaires, les photons, d'énergie E égale h nu, où h est la constante de Planck, nu la fréquence de la lumière, est donnée par hc sur lambda, où c est la vitesse de la lumière, lambda la longueur d'onde de la radiation qu'on va utiliser pour réaliser l'horloge en particulier. Donc ça, c'est suite aux travaux de Einstein 1905 et la dualité onde-particule qui a été très bien discutée auparavant. Donc c'est le premier élément de la révolution quantique que nous allons utiliser dans une horloge. Le deuxième élément, c'est la structure de l'atome, la structure quantique de l'atome, et ça, c'est les travaux de Bohr, 1913, qui nous dit qu'un atome possède des niveaux d'énergie discrets, un niveau fondamental avec une énergie négative, ici 0, c'est le seuil de dissociation, E1, E2, E3, E4, et non pas comme en mécanique classique, où l'énergie peut prendre n'importe quelle valeur. Dans un atome, les niveaux d'énergie sont discrets. Et si on veut faire passer un électron d'un niveau d'énergie E2 à un niveau E3, par exemple, ou En vers un niveau EP, eh bien, les variations d'énergie entre ces niveaux sont aussi discrètes, et ces variations d'énergie sont quantifiées. On écrit la relation, la célèbre relation, En moins EP, la différence d'énergie entre ces deux niveaux, simplement le produit de la constante de Planck par la fréquence qui va correspondre à la transition pour exciter un atome, par exemple, de E2 vers E3. Et en plus, il a montré de façon magnifique que les niveaux, le moment cinétique des électrons sur leur orbite était quantifié, qui a conduit à cette loi très simple qui, dans l'atome d'hydrogène, relie l'énergie des niveaux E1, E2, N, avec un entier N, moins 1 sur N2, fois l'énergie du niveau fondamental E1. Donc c'est l'inverse d'une progression géométrique. Et ça a rencontré tout de suite un grand succès. Il a pu expliquer ainsi les propriétés générales des spectres atomiques, à la différence de ce qu'on avait entendu sur Berthollet précédemment. Alors, dans une horloge atomique, en fait, on combine ces deux aspects. On utilise un signal électromagnétique qui peut être dans le domaine des micro-ondes, dans le domaine des oscillateurs à quartz, où c'est la vibration dans un cristal à quelques mégahertz de fréquence, donc domaine de grande longueur d'onde, pour exciter un atome. Et donc, voilà le schéma sur lequel je voudrais qu'on se focalise. Dans une horloge atomique, il y a deux fonctions. Il y a la première fonction qui est, à partir de cet oscillateur à quartz, par exemple, on vient interroger une transition atomique, c'est-à-dire on va avoir les atomes préparés dans le niveau fondamental et on va balayer la fréquence du quartz autour d'une résonance atomique, et lorsque la condition de résonance sera satisfaite, eh bien on va porter des atomes du niveau fondamental dans le niveau excité, et on obtient ainsi une courbe en cloche qui représente la probabilité pour un atome de passer du niveau fondamental au niveau excité. Et donc ceci se produit pour une transition nu-A, nu atomique, dont la relation de Bohr-Einstein, E moins EF, égale h nu ici. Donc vous voyez, on a un lien entre une excitation dans l'atome et le champ électromagnétique excitateur qui va permettre de porter l'atome du niveau fondamental vers le niveau excité. Alors, c'est la première phase. C'est une phase, si vous voulez, de spectroscopie où on balaye la fréquence du quartz. Pour faire une horloge, on va faire quelque chose de plus subtil. On va appliquer une correction à l'oscillateur pour forcer cet oscillateur à rester au sommet du pic de résonance. Ceci porte le nom d'un asservissement. On va faire une mesure de la probabilité de transition à droite et à gauche de la résonance, et lorsque ces probabilités de transition à droite et à gauche seront égales, eh bien, on aura en valeur moyenne l'oscillateur qui sera centré sur la fréquence de l'atome nu-A. Donc c'est un asservissement électronique, digital, tout simple. Et ainsi, on aura recopié la stabilité intrinsèque de l'écart en énergie dans un atome. Rappelez-vous, c'est une énergie quantifiée. Deuxièmement, les atomes sont universels, au sens qu'un atome de césium ou un atome d'hydrogène à Paris, New York ou Tokyo sont exactement les mêmes, aux effets relativistes près dont je parlerai tout à l'heure. Et donc l'universalité de ces atomes fait que lorsque j'aurai verrouillé mon oscillateur à quartz, qui lui peut avoir des dérives thermiques, des dérives de toutes sortes, dues à l'humidité aussi, eh bien quand je vais forcer cet oscillateur à rester asservi sur la transition de l'atome, j'ai recopié
recopier la stabilité intrinsèque des niveaux d'énergie de l'atome sur l'oscillateur mécanique. C'est le principe de base, en fait, d'une horloge atomique. Alors, il est assez instructif de regarder l'évolution de la précision du temps au cours des siècles. Donc, je suis remonté seulement au XVIe siècle et non pas au sablier égyptien ici, à partir du pendule de Galilée-Huygens, donc autour des années 1600. Et ici, j'ai porté l'incertitude de l'horloge en secondes par jour. Donc c'est l'erreur résiduelle, si vous voulez, de l'horloge due au défaut mécanique, par exemple pour le pendule dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, les bonnes horloges, à l'époque, avaient des erreurs de l'ordre de quelques secondes par jour de Moyen-Âge, sur un intervalle de temps d'une journée. Alors ensuite, pour améliorer la navigation dans les océans, le problème de la longitude, les gens ont développé des chronomètres qui sont aussi l'équivalent des pendules, en fait, mais des petits pendules mécaniques. Harrison, Short ont développé des chronomètres de plus en plus précis, avec des erreurs résiduelles de l'ordre de la dizaine de millisecondes, donc 1/100 de seconde, autour des années 1880, juste avant 1900. Et il y avait d'ailleurs des prix donnés par des académies très conséquents pour ces développements, pour améliorer la navigation et éviter que les bateaux se fracassent sur des rochers non connus à cause du problème de détermination de la longitude. Alors j'ai mentionné ici l'instabilité de la rotation de la Terre. C'est quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. La Terre ne tourne pas sur elle-même de façon parfaitement uniforme. Et puis dans la zone jaune, ici, c'est l'ère atomique. C'est là où on a combiné les signaux électromagnétiques avec les atomes pour réaliser des horloges atomiques. La première, c'était Essen et Perry dans les années 1950 ou NPL en Angleterre. Et vous voyez, à partir de cette époque, ici, un gain considérable. C'est un gain en fait exponentiel, un facteur 10 tous les 10 ans sur la précision de l'horloge. Donc les premières horloges à césium avaient une incertitude de la dizaine de microsecondes ici. Les horloges commerciales actuelles sont de la dizaine de nanosecondes. Et les horloges à fontaine, dont je vais vous parler dans une minute, ici, ont de l'ordre entre 10 et 100 picosecondes d'erreur par jour. Et les horloges optiques, qui utilisent maintenant non plus un signal à quartz pour interroger les atomes, mais un champ laser, comme ce laser-ci, vous voyez, ce champ laser, pour lequel la période est extrêmement courte. C'est 10 puissance 15 cycles par seconde. Vous voyez, donc en une seconde, on a 10 puissance 15 oscillations du champ électromagnétique. Et comme je vais vous le montrer sur une formule très simple dans une minute, ceci améliore les propriétés de l'horloge. Et donc, pour résumer, en fait, c'est très simple. Mieux qu'une picoseconde par jour, c'est une seconde d'erreur sur les 14 milliards d'années de l'âge de l'univers. Donc, si on avait démarré une horloge à cette époque-là, elle présenterait aujourd'hui une erreur inférieure à la seconde. Alors, vous pouvez me dire, mais à quoi va servir ce type de précision? Je vais vous donner quelques exemples dans cet exposé. Mais auparavant, je voudrais vous montrer une formule très simple, c'est la seule formule que je vais vous montrer, c'est quelle est la figure de mérite de cette horloge. Et on va faire le lien à nouveau avec le pendule tout à l'heure. Donc, l'horloge fonctionne à la fréquence nue. L'important aussi, c'est la largeur de la résonance, parce que vous voyez, quand je vais asservir l'atome au sommet de la résonance, plus la résonance sera fine, plus l'asservissement pourra être précis. Il sera plus facile de rester au sommet d'une montagne très pointue que sur une colline, un ballon vosgien, par exemple. Et donc, on peut montrer que la largeur de la résonance est inversement proportionnelle au temps d'interaction entre le champ électromagnétique et les atomes. Et j'appelle grand T ce temps d'interaction, donc ce n'est pas la période, mais c'est le temps de mesure ici. Et la largeur de la résonance est de l'ordre de l'inverse du temps. Il y a un facteur 2 ici. Et le rapport signal sur bruit, évidemment, la quantité expérimentale évidente, il faut que le rapport signal sur bruit soit le meilleur possible pour que l'horloge fonctionne dans de bonnes conditions. Donc la figure de mérite d'une horloge, grand F, c'est simplement nu sur delta nu, donc le rapport de la fréquence divisé par la largeur, ce qu'on appelle le facteur de qualité, fois le rapport signal sur bruit. C'est une formule très simple. Ça s'exprime comme le produit de la fréquence de l'horloge, le temps d'interaction et le rapport signal sur bruit. Alors donnons deux exemples. Je vais vous montrer une horloge à césium en géométrie de fontaine atomique. La fréquence de la transition hyperfine du césium, qui est à l'origine de la définition de la seconde, est autour de 10 puissance 10 cycles, 10 puissance 10 Hertz. Donc 10 puissance 10 fois 2. On va prendre un temps de mesure de l'ordre de 0,5 secondes qui correspond au temps d'aller-retour en lançant les atomes à 50 cm de haut. Et je vais vous montrer comment dans une minute. Et un rapport signal sur bruit typique, quand on travaille bien sur ces instruments, de l'ordre de 5000. On a ainsi un facteur de qualité de l'ordre de 5 10 puissance 13. Maintenant, imaginez qu'au lieu de faire fonctionner cette horloge dans le domaine des micro-ondes, avec 10 puissance 10 Hz, je fonctionne dans le domaine optique,
avec ce laser, cette couleur verte du laser qui est à bien plus haute fréquence. Je remplace 10 puissance 10 ici par 10 puissance 15, 5 ordres de grandeur meilleurs. Si je peux faire le même temps d'interaction, et les horloges modernes arrivent à faire la même chose, 0,5 secondes, un rapport signal sur bruit qui n'est pas encore aussi bon que dans le domaine micro-ondes, mais ça c'est purement technologique, on obtient un facteur de mérite de l'ordre de 10 puissance 17. Donc un chiffre absolument considérable, et je vais vous montrer qu'on est maintenant dans cette gamme-là. Alors évidemment, pour faire des résonances étroites, il faut refroidir les atomes, et là, je voudrais mentionner les travaux de Claude Cohen-Tanucci, Bill Phillips et Steve Chu, prix Nobel de 1997, qui nous ont montré comment refroidir une assemblée d'atomes dans une enceinte à vide, illustrée ici par des faisceaux laser qui se propagent dans les 3 directions de l'espace. Et à l'intersection de ces faisceaux laser, on produit une mélasse optique, où les photons agissent comme un bain très visqueux. On utilise des échanges de quantité de mouvement entre les photons et les atomes pour refroidir ces atomes à des températures extrêmement basses. Pour le césium, on obtient des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, qui correspondent à des températures du microdegré Kelvin. Donc une fois qu'on a refroidi ces atomes dans une horloge, eh bien, on va faire cette mesure de spectroscopie dont j'ai parlé tout à l'heure. Faire la spectroscopie de la transition micro-ondes. Et évidemment, ces atomes sont très froids et on ne veut pas laisser les faisceaux laser parce qu'ils perturbent le fonctionnement de l'horloge. Donc on coupe les faisceaux laser, mais qu'est-ce qui se passe? Les atomes tombent à ce moment-là dans le champ de gravité terrestre. D'où l'idée d'utiliser une fontaine atomique où on part d'une boule d'atomes, ici, environ 100 000 atomes ou 1 million d'atomes, on les lance à travers une cavité micro-ondes qui va exciter les atomes à la montée. Les atomes vont faire demi-tour dans le champ de gravitation terrestre et passer dans une zone de détection en bas, ici, où on va mesurer si les atomes ont oui ou non fait la transition entre le niveau fondamental et le niveau excité. Alors cette méthode d'excitation, en fait, est une méthode d'interférence, parce que les atomes peuvent être excités à la montée ou à la descente. Et en mécanique quantique, il faut faire attention, il faut ajouter les amplitudes de probabilité, et donc il va y avoir une interférence, un signal d'interférence, avec les deux parties d'excitation pour les atomes, et c'est ce qui va être montré sur la planche suivante. Mais avant de faire ça, je voudrais rendre hommage à notre collègue André Clairon, qui nous a quittés prématurément au mois de décembre de cette année, avec qui j'ai réalisé cette première fontaine à césium à l'École normale supérieure dans les années 90, et donc je voulais faire un petit tribut à André Clairon à cette occasion. Alors le signal d'interférence, le voici. Cette méthode d'excitation à la montée et à la descente a été proposée par Norman Ramsey dans les années 80. Il a reçu le prix Nobel pour la variété d'applications en fait, de cette méthode de spectroscopie extrêmement performante. Et vous avez ici, quand on balaye le champ micro-ondes autour de la résonance de l'horloge, une enveloppe large et dessus ce signal d'interférence quantique pour lequel la résonance centrale, ici on a un zoom sur la résonance centrale, correspond à un temps de mesure de 1 demi-seconde et donc une résonance de 1 Hz de large. Donc une résonance très étroite, d'où le facteur de qualité que j'ai mis précédemment de 10 puissance 10 pour le facteur de qualité de la fréquence 10 puissance 10 Hz divisé par 1 Hz. Et donc pour l'horloge, on va faire fonctionner le signal à mi-hauteur, à 0,5 ici, et on va asservir le signal du quartz pour égaliser la probabilité de transition à gauche et à droite. Et vous voyez qu'en valeur moyenne, eh bien, le signal de quartz sera verrouillé sur la transition atomique. Voilà, donc ça c'est la méthode de Ramsey. Et évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir le rapport signal sur bruit le plus élevé possible. Alors comment caractérise-t-on une horloge? Ben, simplement, il faut comparer une horloge avec une autre horloge. Et donc, voici ce qu'on obtient. Deux fontaines ont été comparées entre elles à l'Observatoire de Paris, à quelques 1 ou 2 kilomètres d'ici. Et on porte ici les fluctuations résiduelles de fréquence de cette comparaison entre ces deux horloges. On appelle ça une déviation standard d'Allan, en unité relative, en delta nu sur nu, donc 10-14, 10-15, 10-16. On obtient une très belle courbe qui descend comme la racine du temps de mesure. Ici, c'est le temps de mesure. 100 secondes, 1000 secondes, une journée, 10-5 secondes, 10 jours, et on voit que la qualité de l'horloge s'améliore en fonction du temps de mesure. Ça, c'est simplement, on répète la mesure, on prépare la boule d'atomes froids, on la lance en l'air, on fait une mesure, on répète l'expérience une seconde plus tard, etc. Et comme ces mesures sont non corrélées, indépendantes, on peut montrer qu'on gagne comme la racine du nombre de mesures successives sur la précision de l'instrument. Et donc, vous voyez, il faut à peu près 10 jours pour atteindre 10-16. Alors 10-16, c'est une quantité facile à se souvenir. Si vous mettez l'horloge à 1 mètre au-dessus du niveau du sol,
à cause de l'effet Einstein du décalage gravitationnel, elle va montrer un décalage de fréquence de 1 10-16. Donc ça, c'est la quantité importante dont il faut se souvenir. Alors, avant d'aborder ces effets de relativité, je voudrais vous montrer en fait que ces horloges fonctionnent maintenant de façon routinière dans le monde entier, dans plusieurs dispositifs. La géométrie de Fontaine est illustrée ici. On prépare les atomes en bas, on les lance vers le haut. Il y a des blindages magnétiques qui empêchent les atomes d'être sensibles aux champs parasites extérieurs, et le métro en particulier à l'Observatoire de Paris, qui produit des perturbations importantes. Voici un autre dispositif en Allemagne, aux États-Unis. Et en fait, dans le monde entier, il y a environ une douzaine de fontaines qui sont comparées en permanence par des signaux GPS, par des signaux issus des satellites GPS. Et le Bureau international des poids et mesures calcule, à partir de ces comparaisons pondérées, le temps atomique international, le TAI, et qui possède aujourd'hui une exactitude de quelques 10-16 en valeur relative, comme je l'ai montré sur la planche précédente. Donc ça, c'est l'état actuel de la réalisation de la définition de la seconde par un ensemble de dispositifs utilisant des atomes froids. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut augmenter la fréquence du pendule, faire battre le pendule plus vite, et les horloges optiques commencent à voir le jour maintenant avec des dispositifs qui ont des stabilités de fréquence bien meilleures. Et voici la même courbe que tout à l'heure, c'est-à-dire la déviation standard de deux horloges optiques, une à ytterbium et l'autre à strontium. Les atomes ici n'ont pas tant d'importance que ça. Et j'avais dit que pour une horloge à césium, pour atteindre 10-16, il fallait 10 jours. Sur ce graphe, on atteint 10-16 en 10 secondes seulement. Et on va maintenant dans la gamme des 10-18. Et rappelez-vous, 10-16 par mètre, le décalage gravitationnel dû à l'effet Einstein. Ici, ça devient le centimètre. Donc ces horloges sont sensibles au champ de potentiel gravitationnel au niveau du centimètre maintenant. Donc ça, c'est le gain apporté par la fréquence du pendule qui est de plus en plus élevée. Alors évidemment, avec ces horloges aussi précises, il est tentant de montrer que la relativité peut être faite à l'échelle humaine. Donc ça, c'est un joli papier du groupe de Wineland il y a maintenant 5 ans, où on a comparé deux horloges qui sont piégées avec des horloges à ion, où l'ion est immobile au centre du piège. Et là, on a fait bouger cet ion ici, dans cette direction. Et c'est juste pour vous montrer que dans un référentiel en mouvement, l'horloge ralentit. Donc, vous voyez, cette pendule ici, pour l'ion qui bouge, elle est un petit peu en retard par rapport à la précédente. Et on l'a fait bouger à quelle vitesse? À la vitesse d'un piéton ou même d'un cycliste, Sébastien, 10 ou 20 mètres par seconde pour un cycliste, c'est déjà bien. Et on voit aussi l'effet quadratique ici, donc de l'effet simplement de dilatation du temps, l'effet de relativité spéciale, qui est que ce terme est en moins 1 sur V2, moins V2 sur 2C2 ici. Donc c'est une parabole en accord avec évidemment la relativité restreinte. Et puis on peut aussi faire le test du décalage gravitationnel, les quelques centimètres. Ici on a mesuré ces deux horloges à nouveau, qui sont à la même altitude pour l'instant, donc elles sont à peu près compatibles avec 0. Et ici avec un cric, on a monté la deuxième horloge au-dessus de 30 cm, simplement 30 cm. Et on voit le décalage, les points rouges sont décalés par rapport aux points bleus. Ils sont décalés d'une quantité en accord, évidemment, avec la théorie de la gravitation. Ça n'est pas du tout un test de relativité générale, mais c'est juste pour montrer la sensibilité de ces instruments. Si on veut faire un test de relativité générale, il faut aller dans l'espace. Et je voudrais d'abord mentionner une application très importante de ces horloges, c'est le positionnement par satellite. Et vous rappelez le principe du fonctionnement que tout le monde utilise dans son téléphone portable maintenant. C'est une application des horloges atomiques extrêmement importante, où vous avez autour de la Terre une vingtaine de satellites qui orbitent à des altitudes de l'ordre de 20 000 km. Et évidemment, dans ces satellites expérimentent un potentiel gravitationnel qui est différent du potentiel gravitationnel à la surface du sol. Donc il faut tenir compte de façon impérative, dans le fonctionnement du positionnement par satellite, des effets de relativité dont j'ai parlé sur la planche précédente. Et donc, comment marche le positionnement? C'est très simple. Chaque satellite transmet un message que vous recevez sur votre téléphone portable avec l'instant d'émission et la position du satellite à l'instant d'émission. Les signaux se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière c, et donc avec la vitesse de la lumière et l'instant d'émission, votre portable enregistre l'instant d'arrivée, et on mesure ainsi, par un temps de propagation des signaux lumineux, les distances à plusieurs satellites.
Et donc, si on a 4 satellites, on peut déterminer de façon non ambiguë, c'est en fait un système de triangulation, mais avec 4 satellites, si vous voulez, on détermine de façon non ambiguë votre position à la surface de la Terre avec des précisions du mètre et même quelques centimètres avec des systèmes additionnels. Donc chaque satellite, en fait, a à bord des horloges atomiques de haute précision pour faire ce positionnement. Le quatrième paramètre, c'est le décalage temporel. C'est-à-dire que votre oscillateur dans votre téléphone portable, en fait, il n'est pas forcément synchrone avec les horloges du satellite, et donc il faut aussi déterminer son décalage temporel. Donc ce système a eu un succès considérable. Il a été développé par l'armée américaine en 1973 et s'est transformé en un système ouvert global, gratuit, totalement spectaculaire, avec des milliards d'euros d'applications aujourd'hui dans différents des tas de domaines de transport, navigation, etc. Le système européen Galileo, lui, va être opérationnel d'ici quelques années maintenant, a fait des progrès très importants ces dernières années. Il y a un système en Russie, GLONASS, et le système chinois similaire qui s'appelle Beidou. Alors maintenant, je voudrais passer quelques minutes à vous montrer, une fois qu'on a développé ces instruments ultra précis, qu'est-ce qu'on peut faire avec on peut faire des tests de physique fondamentale, en plus des applications comme le système GPS dont que j'ai montré auparavant. Et je voudrais vous mentionner deux types de tests. L'un qui est un test absolument fondamental, qui est peut-on chercher si les constantes fondamentales de la physique sont stables à l'échelle de l'évolution de l'univers. Et donc c'est Dirac, le premier, qui s'est posé la question, oui, les constantes fondamentales de la physique, comme le rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton, nous prenons ça comme une constante universelle, stable, sans dimension, mais est-ce bien vrai alors qu'on est dans un univers en expansion, etc. Alpha électromagnétique, c'est la constante de structure fine qui caractérise la stabilité des atomes et des molécules. C'est un nombre sans dimension, 1 sur 137. Et donc, pour chercher la variabilité, si ces constantes fondamentales sont stables ou pas, le principe est très simple. On va comparer entre elles 2 ou plusieurs horloges, mais qui ont une nature différente, et on va les comparer en fonction du temps. Et donc, si ces horloges ont une dépendance différente en constante de structure fine ou en ME sur MP, eh bien, on va pouvoir distinguer, en comparant plusieurs de ces horloges entre elles, si, effectivement, en fonction du temps, la fréquence mesurée d'un atome A par rapport à un atome B reste la même en fonction du temps. Alors on peut comparer 2 horloges micro-ondes, par exemple le rubidium et le césium, ce qui a été fait à l'Observatoire de Paris, et a donné de très fortes limites sur alpha, le rapport ME sur MP et le moment magnétique des noyaux. On peut comparer 2 horloges optiques, où là c'est encore plus simple. À ce moment-là, on est sensible à la dérive de la constante de structure fine alpha. Donc ici, vous avez quelques modèles d'horloges qui ont été comparés par ces techniques. Et les meilleures mesures actuelles sont reportées sur ce graphe, où vous avez en abscisse la variation relative de la constante de structure fine, 1 sur alpha, d alpha sur dt, en unité de 10-16 par année de mesure. Et en ordonnée, est-ce que le rapport de la masse du proton sur la masse d'électrons a changé aussi en unité de 10-16 par année? Alors, en comparant toutes sortes d'horloges, on obtient des faisceaux dans ce graphe. Et ce qui est important, c'est que l'intersection de tous ces faisceaux se trouve aujourd'hui autour de 0, un tout petit peu décalé, il faudra affiner les mesures, mais est compatible à 1 sigma, plus ou moins 1 sigma, avec, à l'époque actuelle, une non-variation des constantes fondamentales de la physique. Alors la motivation ici est très importante, parce que si on voit une variation, ça peut tout de suite se traduire comme une violation du principe d'équivalence. Ça serait l'origine, la signature de nouvelles forces ou de nouvelles interactions ou de violation des lois actuelles de la physique. Donc c'est pour ça qu'il y a de gros efforts pour mesurer ce type de déviation. Le deuxième type de test dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de mesurer en fait l'effet Einstein de façon très précise. Et ça se fera dans le cadre d'une mission spatiale qui s'appelle FARA-OSES. FARA, c'est Projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite, au sein d'une mission européenne qui s'appelle Atomic Clock Ensemble in Space, supporté par l'ESA. Et c'est un projet conjoint entre le CNES, l'Agence spatiale française, et l'Agence spatiale européenne. Et ça, c'est le logo dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on va faire au sein de cette mission, entre autres, c'est un test de l'effet Einstein lui-même. Rappelez-vous, 10-16 par mètre. Maintenant, si on va en satellite, on va pouvoir faire une mesure très précise, parce que le champ de gravitation à 400 km en particulier, sur la Station spatiale internationale, va être très différent du champ de gravitation à la surface de la Terre.
et le rapport des fréquences d'une horloge nu2 fonctionnant dans le champ de gravitation U2 et la fréquence nu1 de l'horloge fonctionnant dans le champ de gravitation U1, ce rapport est simplement donné par une équation d'Einstein, c'est 1 plus U2 moins U1 divisé par C2. Alors U, c'est simplement MGH, si vous voulez. Donc c'est GH sur C2, en fait, qui va intervenir ici. Et le champ de gravitation, effectivement, est différent à 400 km ou plusieurs milliers de kilomètres qu'au sol. Alors avec ces horloges à atomes froids, d'une exactitude de 10-16, on va pouvoir mesurer ce décalage de fréquence qui vaut 4,6 10-11, on va pouvoir le mesurer à 2 10-6, c'est-à-dire 2 parties par million, qui correspond à un gain d'un facteur 70 par rapport au test précédent sur l'effet Einstein qui a été réalisé en 1976 par Bob Vesso aux États-Unis et la NASA, un très beau test qui utilisait des masers à hydrogène qui sont des horloges moins précises que ces horloges à atomes froids. Alors je vous montre un petit peu de technologie. L'horloge Farao a été développée pendant plusieurs années en fait avec le soutien du CNES. Ici vous avez l'horloge du modèle de vol avec une source laser pour refroidir les atomes, un tube césium où les atomes interagissent avec le champ micro-ondes. Voilà le signal des atomes au sol, pas en microgravité, donc avec les résonances de Ramsay, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un excellent rapport signal sur bruit. Tous les tests de cette horloge sont terminés. Ils sont conformes à ce qu'on attend. Et normalement, dans l'espace, on devrait atteindre une stabilité de fréquence autour de 1,10-16 après quelques jours de mesure. Et une exactitude aussi, un point très important pour le test du redshift, de 1,10-16 également. Donc l'horloge a été livrée à l'ESA en juillet 2014 et elle attend actuellement en fait 2 instruments qui sont un petit peu en retard, un maser à hydrogène développé par la Suisse et le lien micro-ondes pour comparer l'horloge spatiale aux horloges au sol. Voilà, donc ça sera installé sur le module européen Columbus, sur la station spatiale qui est ce satellite gigantesque qu'on voit même à l'œil nu juste après le coucher du Soleil. Et l'ESA nous a attribué une petite plateforme ici, de 1 mètre cube environ, orienté vers la Terre, pour pouvoir échanger des signaux électromagnétiques, diffuser la mesure du temps entre l'espace et le sol, et se comparer aux horloges, les meilleures horloges qui existent dans les instituts nationaux de métrologie, en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Australie. Voilà, la date de lancement prévue est mi-2017, pour une durée de mission de 18 à 36 mois. Alors maintenant, je voudrais aborder 2 aspects du futur, pour terminer cet exposé. Le premier, c'est, je reviens sur l'effet Einstein. Une fois qu'on a vérifié que l'effet Einstein était bon ou pas, on peut aussi se demander, peut-on utiliser l'effet Einstein pour faire un nouveau type de géodésie qu'on appelle une géodésie relativiste. Rappelez-vous, j'ai dit qu'une horloge décalée de 1 mètre d'altitude avait un décalage de fréquence de 10-16. Les meilleures horloges optiques maintenant ont des exactitudes de 2 10-18, soit 2 cm. Et donc si vous avez un moyen de comparaison entre 2 horloges, l'une située par exemple sur le géoïde, la surface équipotentielle terrestre, cette horloge A, vous pouvez la comparer soit par la mission spatiale ESSES dont j'ai parlé, soit dans certains cas par des liens optiques fibrés qui se propagent à travers les réseaux télécoms aujourd'hui. Eh bien, vous allez pouvoir déterminer la différence de potentiel gravitationnel à la surface de la Terre entre l'horloge B et l'horloge A avec une précision de quelques centimètres. Et il se trouve que cette précision est tout à fait compétitive avec les meilleures mesures qui sont faites aujourd'hui par satellite, les satellites CHAMP, GRACE et Gautier, envoyés par diverses agences spatiales européennes, ont aujourd'hui réalisé une carte du géoïde terrestre, qui est le champ de gravité terrestre avec des bosses et des creux, en rouge et en bleu, et les déviations standards actuelles sont de l'ordre de la quinzaine de centimètres pour ce modèle global du champ de potentiel terrestre. Et donc là, on a un outil nouveau qui n'était pas du tout prévu par la relativité générale au moment d'Einstein, mais ça va devenir un instrument pour mesurer en fait des différences de potentiel. Évidemment, on ne peut mesurer que des différences de potentiel entre des sites distants à la surface de la Terre. Donc ça, c'est un des objectifs très importants des horloges optiques, une application qui n'était pas prévue pour ces horloges optiques, mais qui se développe fortement aujourd'hui. Voilà, donc ça complète en fait les mesures par satellite et ça va calibrer en fait un grand nombre de mesures qui sont faites soit par satellite, soit par méthode de nivellement où on mesure G en différents points du globe. Et la deuxième application que j'aurais mentionnée, c'est une révolution qui est encore en marche. C'est la révolution quantique, où cette fois-ci, on va utiliser encore une propriété encore plus subtile de la mécanique quantique, c'est l'intrication entre particules,
pour tenter d'améliorer la précision des mesures, mesures du temps ou mesures de champ magnétique ou différentes mesures. Et ça, c'est en suivant les traces des pionniers du domaine, Serge Haroche et David Wineland, qui ont étudié sur des échantillons atomiques des petits nombres d'atomes ou des petits nombres de photons, comment les propriétés de la mécanique quantique pouvaient se traduire par des prédictions tout à fait non intuitives et conduisant à l'intrication de particules. Et donc un domaine très actif de la recherche moderne, c'est justement, peut-on utiliser ces corrélations quantiques entre particules pour améliorer la précision des mesures. Ceci s'appelle donc la métrologie quantique. Et donc je vais vous illustrer sur cette planche, c'est la plus technique de mon exposé, je m'en excuse, pour vous montrer qu'en fait, les perspectives sont extrêmement intéressantes dans cette direction. Les fontaines atomiques dont j'ai parlé fonctionnent à ce qu'on appelle le bruit de projection quantique. Vous avez un système à deux niveaux, un niveau fondamental, un niveau excité. Quand vous faites une mesure quantique sur ce système, un atome unique par exemple, eh bien vous allez projeter la fonction d'onde de ce système sur l'un ou l'autre des états propres, c'est-à-dire le niveau fondamental ou le niveau excité. Si on a réglé l'oscillateur pour être avec des probabilités 50-50 d'être dans le niveau excité ou le niveau fondamental, vous allez avoir une chance sur deux de mesurer l'atome dans le niveau excité ou dans le niveau fondamental. Si maintenant vous avez grand N atomes, eh bien vous allez trouver un demi avec une incertitude résiduelle qui est 1 sur racine de grand N. C'est comme quand vous jouez au dé, vous répétez un grand nombre de fois, eh bien vous allez trouver up et down avec une erreur résiduelle statistique qui sera comme l'inverse de la racine du nombre d'atomes ou de mesures successives. Alors il se trouve que ces atomes à deux niveaux, en fait, peuvent être considérés comme un ensemble collectif. Un spin collectif, donc c'est plus un spin 1,5, un atome à deux niveaux correspond à un spin 1,5, mais si j'ai grand N atomes, je peux considérer ça comme un spin collectif de longueur grand N sur 2. Donc le module du spin collectif, maintenant, c'est plus 1,5, c'est grand N sur 2, ici. Et alors ce spin vérifie les lois de commutation de la mécanique quantique qui nous disent que les variances, quand je vais faire une mesure, les variances suivant la direction Z, le spin a trois composantes, X, Y, Z, le produit de la variance sur Z par la variance suivant Y doit être plus grand ou égal que la variance suivant l'axe des X. Ça, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg qui me dit que je ne peux pas mesurer des variables qui ne commutent pas à mieux que ce type de précision. Et donc, il a été proposé dans les années 90, d'une part par Wineland, dont j'ai déjà parlé, et Kitagawa Ueda en 93 également, de dire oui, mais cette exactitude, cette inégalité peut très bien être réalisée en réalisant delta JZ beaucoup plus petit que la limite quantique standard 1 sur racine de n, ici, au prix d'une augmentation de delta JY. Rien n'empêche la mécanique quantique de diminuer une variance considérablement au prix de l'autre, tout en respectant en fait ce critère fondamental. Et donc ça s'appelle vers la limite de Heisenberg, on peut approcher la limite 1 sur n au lieu de 1 sur racine de n. Alors quand n vaut 1 million, vous voyez, il y a un gain potentiel considérable. Et donc je vais vous montrer un exemple, en fait, tout récent, donc un papier qui est sorti dans Nature en 2016, au début de l'année ici, du groupe de Markaszewicz à Stanford, où il a montré qu'il avait un niveau de bruit de mesure 100 fois plus bas en utilisant des états quantiques corrélés que le bruit de projection quantique dont j'ai parlé, qui est en 1 sur racine de n. Alors le principe est très simple, la réalisation est très difficile. Le principe utilisé par l'équipe de Markaszewicz est de mesurer ce spin collectif, JZ, en plaçant ces atomes dans une cavité optique de très haute finesse. Et en fait, chacun des atomes constitue un petit indice de réfraction. Et quand j'ai la collection d'atomes dans cette cavité, eh bien, je vais avoir un indice de réfraction global pour ce nuage d'atomes. Cet indice de réfraction, en fait, va déplacer la fréquence de la cavité que je vais mesurer avec un faisceau laser ici, accordé dans des conditions particulières entre les deux niveaux du spin ici, un spin en bas, spin en haut. Je vais mettre le laser à mi-hauteur ici, et je vais pouvoir compter de façon non destructive, en fait, la différence des populations entre le niveau up et le niveau down. Je vais pouvoir mesurer le spin global ayant créé une intrication par la cavité ici. Donc le champ optique de la cavité crée une intrication par construction entre tous ces atomes, et je vais pouvoir mesurer ce spin collectif, et dans certaines conditions, ce spin collectif, la qualité de la mesure pourra être un facteur 100 en dessous de la limite quantique standard. Ceci est illustré sur ce graphe de façon magnifique.
voici ici la probabilité de mesurer une population dans le niveau excité, par exemple, avec un état non intriqué, en bleu. Vous voyez l'histogramme des valeurs. Hein. Ici, c'est la mesure de JZ, la projection du spin collectif suivant l'axe vertical ici. Et dans la situation non corrélée, c'est cette petite boule rouge et jaune que vous voyez ici, hein, qui montre que les variances dans les deux directions de l'espace sont isotropes. Hein, et l'écart ici, c'est simplement la largeur de cette courbe en bleu sur ce graphe, pour les atomes non corrélés. Maintenant, en plaçant les atomes dans la cavité, vous pouvez déformer cette petite sphère ici. Hein, on a une espèce de banane, hein, que vous voyez ici, une banane qui peut être très comprimée suivant une direction au prix d'une grande élongation suivant l'autre direction. Et donc, vous voyez que dans la direction verticale, ici, cette banane va avoir une variance ou des fluctuations beaucoup plus petites que dans la partie gauche. C'est ce qui est représenté ici, au centre. Hein, vous voyez cette courbe jaune ici, a une variance, c'est-à-dire un écart type qui est manifestement bien plus petit que la courbe bleue. Donc là, on a une illustration visuelle du fait que l'intrication quantique peut améliorer la qualité de mesure de cette probabilité de transition sur l'axe des Z. Pour illustrer ceci, ils ont appliqué une petite rotation de ce vecteur d'état, hein, la flèche blanche ici, de seulement 600 microradians, hein, moins que 1 milliradian, et vous voyez que ce spectre-là est décalé, hein, d'une petite quantité, et on peut très bien distinguer, hein, on n'aurait pas pu le distinguer au sein de la courbe bleue, mais on peut très bien distinguer cette petite rotation de phase de 600 microradians grâce à cette métrologie quantique. Et ces auteurs ont montré que ce type de résultat impliquait l'intrication entre au moins 680 atomes. Voilà, avec cet exemple moderne, je voudrais maintenant conclure en espérant vous avoir montré que le domaine des mesures de précision avec les horloges atomiques s'inscrivent dans la continuité parfaite de cette révolution quantique qui a débuté il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Et les horloges optiques présentent aujourd'hui des fluctuations de fréquence et de temps inférieurs à une picoseconde par jour, qui ouvrent toute une gamme de nouvelles applications, et les progrès sont rapides. La formule avec le facteur de mérite que je vous ai montré tout à l'heure n'est pas du tout une limite théorique. Ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité de l'oscillateur, le laser qui est utilisé pour interroger ces atomes. On n'est pas du tout aux limites des atomes. Un temps précis peut être délivré aujourd'hui avec une stabilité de la nanoseconde et dans quelques années avec une stabilité de picoseconde grâce à des missions spatiales dont la mission Atomic Clock Ensemble in Space dont j'ai parlé brièvement. On va tester l'effet Einstein au niveau de 10.6 et aussi l'utiliser pour faire cette nouvelle géodésie relativiste dans les années qui viennent. Et enfin, peut-on prédire, alors c'est toujours difficile de prédire ce qui va se passer dans le futur, hein, surtout quand ça porte sur le futur, on peut noter que les fluctuations du potentiel gravitationnel vont limiter la précision du temps au niveau du sol autour de 10.18 ou 10.19 parce que le potentiel gravitationnel de la Terre n'est simplement pas stable. Il y a des marées, il y a des tremblements de terre, il y a toutes sortes de choses et ces horloges vont, quand on va les comparer à distance, vont se heurter au caractère non stationnaire en fait, du champ de gravitation terrestre. Alors le bon côté des choses, c'est qu'on peut le mesurer avec ces horloges. Le mauvais côté, c'est qu'on va limiter la précision du temps. Et donc là, il y a une solution très élégante, très simple, mais technologiquement difficile, c'est de mettre ces horloges en orbite haute, où ces fluctuations sont très très fortement atténuées. Et enfin, comme je l'ai montré, utiliser l'intrication quantique pour améliorer la précision des mesures est un domaine de recherche actuel extrêmement vivant. Je vous remercie pour votre attention.